La mauvaise année. Vous dites bien, Archambault, et je ressens comme vous. Voilà 10 jours seulement que nous sommes partis de Périgueux, et c'est comme si nous courions depuis un mois. Le voyage allonge le temps. Ce soir, nous coucherons à Châteauroux. Je ne vous cache point que je ne serai pas fâché demain d'arriver à Bourges, si Dieu le veut, et de m'y reposer 3 grands jours, pour le moins, et peut-être 4. Je commence à être un peu las de ces abbayes où l'on nous sert maigre chère, et où l'on bassine à peine mon lit pour bien me donner à entendre qu'on est ruiné par le passage de la guerre. Qu'ils ne croient pas, ces petits abbés, que c'est en me faisant jeûner et dormir au vent coulis qu'ils gagneront d'être exemptés de finances. Et puis les hommes d'escorte ont besoin de repos, eux aussi, et de réparer les harnois, et de sécher leurs habits. Car cette pluie n'arrange rien. À écouter mes bacheliers éternuer autour de ma litière, je gage que plus d'un va occuper son séjour de Bourges à se soigner à la cannelle, à la girofle et au vin chaud. Pour moi, je ne pourrais guère muser, dépouiller le courrier d'Avignon, dicter mes missives en retour. Peut-être vous surprenez-vous, Archambault, des paroles d'impatience qu'il m'arrive de laisser échapper au sujet du Saint-Père. Oui, j'ai le sang vif et montre un peu trop mes dépits. C'est qu'il m'en donne gros à mâcher. Mais croyez que je ne me prive guère de lui remontrer à lui-même ses sottises. Et c'est plus d'une fois qu'il m'est arrivé de lui dire « Veuille la grâce de Dieu, très Saint-Père, vous éclairer sur la bourde que vous venez de commettre. » Ah, si les cardinaux français ne s'étaient pas soudain butés sur l'idée qu'un homme né comme nous le sommes ne convenait point, l'humilité. Il fallait être né dans l'humilité. Et que d'autre part les cardinaux italiens, le Capocci et les autres avaient été moins obstinés sur le retour du Saint-Siège à Rome. Rome, ils ne voient que leurs États d'Italie. Le Capitole leur cache Dieu. Ce qui m'enrage le plus chez notre innocent, c'est sa politique à l'endroit de l'empereur. Avec Pierre Roger, Clément VI, nous nous sommes arc-boutés 6 ans pour que l'empereur ne fût point couronné. Qu'il fût élu, fort bien. Qu'il gouvernât, nous y consentions. Mais il fallait conserver son sacre en réserve, tant qu'il n'aurait pas souscrit aux engagements que nous voulions qu'il prît. Je savais trop bien que cet empereur-là, au lendemain de l'onction, nous causerait des boires. Là-dessus, notre Aubert coiffe la tiare et commence à chantonner « Concilions, concilions ». Et au printemps de l'année passée, il parvient à ses fins. L'empereur Charles IV sera couronné, je l'ordonne, finit-il par me dire. Le pape Innocent est de ces souverains qui ne se découvrent d'énergie que pour battre en retraite. Nous avons foison de ces gens-là. Il imaginait avoir remporté grande victoire parce que l'empereur s'était engagé à n'entrer dans Rome que le matin du sacre pour en ressortir le soir même, et qu'il ne coucherait pas dans la ville. Vétille. Le cardinal Bertrand de Colombier, vous voyez, je désigne un Français, vous devez être satisfait, fut expédié pour aller poser sur le front du Bohémien la couronne de Charlemagne. 6 mois après, en retour de cette bonté, Charles IV nous gratifiait de la bulle d'or, par quoi la papauté n'a plus désormais ni voix ni regard dans l'élection impériale. Désormais, l'Empire se désigne entre 7 électeurs allemands qui vont confédérer leurs États, c'est-à-dire qui vont faire règle perpétuelle de leur belle anarchie. Cependant, rien n'est décidé pour l'Italie, et nul ne sait vraiment par qui et comment le pouvoir s'y va exercer. Le plus grave en cette bulle, et qu'Innocent n'a pas vu, c'est qu'elle sépare le temporel du spirituel, et qu'elle consacre l'indépendance des nations vis-à-vis de la papauté. C'est la fin, c'est l'effacement du principe de la monarchie universelle exercée par le successeur de Saint-Pierre au nom du Seigneur Tout-Puissant. On renvoie Dieu au ciel, et l'on fait ce qu'on veut sur la terre. On nomme cela l'esprit moderne, et l'on s'en vante. Moi, j'appelle cela, pardonnez-moi mon neveu, avoir de la merde sur les yeux. Il n'y a pas d'esprit ancien et d'esprit moderne, il y a l'esprit tout court, et de l'autre côté la sottise. Qu'a fait notre pape? A-t-il tonné, fulminé, excommunié? Il a envoyé à l'empereur une missive fort douce et amicale, pleine de ses bénédictions. Ah non, ce n'est pas moi qui l'ai préparée. Mais c'est moi qui vais devoir, à la diète de Metz, entendre solennellement publier cette bulle qui renie le pouvoir suprême du Saint-Siège et ne peut apporter à l'Europe que trouble, désordre et misère. La belle couleuvre que je dois avaler, et de bonne grâce en plus. Car à présent que l'Allemagne s'est retirée de nous, il nous faut plus que jamais tenter de sauver la France, autrement il ne restera plus rien à Dieu. Ah, l'avenir pourra maudire cette année 1355. Nous n'avons pas fini d'en récolter les fruits épineux. Et le Navarais, pendant ce temps, il était en Navarre, tout charmé d'apprendre qu'aux brouilles et embrouilles qu'il nous avait faites s'ajoutaient celles qui nous venaient des affaires impériales.
D'abord, il attendait le retour de son friquet de Frican, parti pour l'Angleterre avec le duc de Lancastre, et qui s'en revenait avec un chambellan de celui-ci, porteur des avis du roi Édouard sur le projet de traité ébauché en Avignon. Et le chambellan s'en retournait à Londres, accompagné cette fois de Colin Doublel, un écuyer de Charles le Mauvais, un autre des meurtriers de M. d'Espagne, qui allait présenter les observations de son maître. Charles de Navarre est tout le contraire du roi Jean. Il s'entend mieux qu'un notaire à disputer de chaque article, chaque point, chaque virgule d'un accord, et rappeler ci, et prévoir ça, et s'appuyer sur telle coutume qui fait foi, et toujours cherchant à raboter un petit ses obligations, et à augmenter celles de l'autre partie. Et puis, en tardant à cuire son pain avec l'anglais, il se donnait loisir de surveiller celui qu'il avait au four du côté de la France. C'eût été l'heure pour le roi Jean de se montrer coulant, mais cet homme-là, pour agir, choisit toujours le contretemps. Faisant le Rodomont, le voilà qui s'équipe en guerre pour courir sus à un absent, et, se ruant à Caen, ordonne de saisir tous les châteaux normands de son gendre, Fort Évreux. Belle campagne, qui, à défaut d'ennemis, fut surtout une campagne de festin, et mit fort en déplaisir les Normands qui voyaient les archers royaux piller leurs saloirs et garde-manger. Cependant, le Navarrais levait tranquillement des troupes en Saint-Navarre, tandis que son beau-frère, le comte de Foix, Phébus, un autre jour je vous parlerai de celui-là, ce n'est pas un mince seigneur, s'en allait ravager un peu le comté d'Armagnac pour causer nuisance au roi de France. Ayant attendu l'été, afin de prendre la mer au moindre risque, notre jeune Charles débarque à Cherbourg un beau jour d'août avec 2000 hommes. Et Jean II est tout ébaubi d'apprendre dans le même temps que le prince de Galles, qui avait été fait en avril prince d'Aquitaine et lieutenant du roi d'Angleterre en Guyenne, ayant monté 5000 hommes de guerre sur ses nefs, s'en venait à pleine voile vers Bordeaux. Encore avait-il dû attendre des vents propices. On peut dire que son renseignement est bien fait au roi Jean. Nous, d'Avignon, nous voyions s'apprêter ce beau mouvement croisé sur la mer afin de prendre la France en tenaille. Et l'on annonçait même l'imminente arrivée du roi Édouard lui-même, lequel eût déjà dû être à Jersey si la tempête ne l'avait contraint de rebrousser sur Portsmouth. Et on peut dire que ce fut le vent et rien d'autre qui sauva la France l'an dernier. Ne pouvant lutter sur 3 fronts, le roi Jean choisit de n'en tenir aucun. De nouveau, il se porte à Caen, mais cette fois pour traiter. Il avait avec lui ses 2 cousins de Bourbon, Pierre et Jacques, ainsi que Robert de Loris, rentré en grâce, comme je vous ai dit. Mais Charles de Navarre ne vint pas. Il envoya messire de Lor et de Couillarville, 2 seigneurs à lui, pour négocier. Le roi Jean n'eut donc qu'à s'en repartir, laissant les 2 Bourbons qu'il instruisit seulement d'avoir à se hâter de trouver un accommodement. L'accord fut conclu, à Valognes, le 10 septembre. Charles de Navarre y retrouvait tout ce qui lui avait été reconnu par le traité de Mantes, et un peu plus. Et 2 semaines après, au Louvre, nouvelle réconciliation solennelle du beau-père et du gendre, en présence bien sûr des reines veuves, Madame Jeanne et Madame Blanche. « Sire mon cousin, voici votre neveu et frère, que nous vous prions pour l'amour de nous. » Et l'on s'ouvre les bras, et l'on se baise aux joues avec l'envie de se mordre, et l'on se jure pardon et loyale amitié. Ah, j'oublie une chose qui n'est point de mince importance. Pour faire escorte d'honneur au roi de Navarre, Jean II avait dépêché à sa rencontre son fils, le dauphin Charles, qu'il avait précédemment nommé son lieutenant général en Normandie. Du Vaudreuil, sur l'heure, où d'abord ils séjournèrent 4 jours, jusques à Paris, les 2 beaux-frères firent donc route ensemble. C'était la première fois qu'ils se voyaient si longtemps d'affilée, chevauchant, devisant, musant, dînant et dormant côte à côte. Monseigneur le Dauphin est tout le contraire du Navarrais, aussi long que l'autre est bref, aussi lent que l'autre est vif, aussi retenu de parole que l'autre est bavard, avec cela 6 ans de moins et point de précocité en rien. De plus, le dauphin est affligé d'une maladie qui semble bien proprement une infirmité. Sa main droite enfle et devient toute violacée aussitôt qu'il veut soulever un poids un peu lourd ou serrer fermement un objet. Il ne peut point porter l'épée. Son père et sa mère l'ont engendré très tôt, et juste comme ils relevaient l'un et l'autre de maladie. Le fruit s'en est ressenti. Mais il ne faut pas conclure de tout cela, comme le font hâtivement certains, à commencer par le roi Jean lui-même, que le dauphin est un sot et qu'il fera un mauvais roi. J'ai bien soigneusement étudié son ciel, 21 janvier 1338, le soleil est encore dans le Capricorne, juste avant qu'il n'entre dans le Verseau. Les natifs du Capricorne ont le triomphe tardif, mais ils l'ont, s'ils possèdent les lumières d'esprit. Les plantes d'hiver sont lentes à se développer.
Je suis prêt à gager sur ce prince-là plus que sur bien d'autres qui offrent meilleure apparence. S'il traverse les gros dangers qui le menacent dans les présentes années, il vient déjà d'en surmonter, mais le pire est devant lui. Il saura s'imposer dans le gouvernement, mais il faut reconnaître que son extérieur ne prévient guère en sa faveur. Ah, voici le vent à présent qui pousse l'ondée par rafale. Défaites les pendants de soie qui retiennent les rideaux, je vous prie, Archambault. Mieux vaut continuer de bavarder dans l'ombre que d'être aspergé. Et puis, nous entendrons moins ce floc-floc des chevaux qui finit par nous assourdir. Et dites à Brunet ce soir qu'il fasse housser ma litière avec les toiles cirées par-dessous les toiles teintes. C'est un peu plus lourd pour les chevaux, je sais, on en changera plus souvent. Oui, je vous disais que j'imagine fort bien comment Monseigneur de Navarre, durant le voyage du Vaudreuil à Paris, le Vaudreuil se trouve dans une des plus belles situations de Normandie. Le roi Jean a voulu en faire l'une de ses résidences. Il paraît que l'œuvre qu'il y a commandée est merveille. Je ne l'ai point vue, mais je sais qu'il en a coûté gros au trésor. Il y a des images peintes à l'or pur sur les murs. J'imagine comment Monseigneur Charles de Navarre, avec toute sa faconde et son aisance à protester l'amitié, dut s'employer à séduire Charles de France. La jeunesse prend aisément des modèles, et pour le dauphin, cet aîné de 6 ans, si aimable compagnon, qui avait déjà tant voyagé, tant vu, tant fait, et qui lui racontait maints secrets et le divertissait en brocardant les gens de la cour, votre père, notre sire, a dû me peindre à vous tout autrement que je ne suis. Soyons alliés, soyons amis, soyons vraiment les frères que nous sommes. Le dauphin, tout aise de se voir si apprécié d'un parent plus avancé que lui dans la vie, déjà régnant et si plaisant, fut aisément conquis. Ce rapprochement ne fut pas sans effet sur la suite, et contribua pour gros aux méchefs et affrontements qui survinrent. Mais j'entends l'escorte qui se resserre pour défiler. Écartez un peu ce rideau. Oui, j'aperçois les faubourgs. Nous entrons dans Châteauroux. Nous n'aurons pas grand monde pour nous accueillir. Il faut être bien grand chrétien ou bien grand curieux pour se faire tremper par cette sauce à seule fin de voir passer la litière d'un cardinal. Le royaume se fissure. Ces chemins du Berry ont toujours été réputés pour mauvais, mais je vois que la guerre ne les a point améliorés. Oh là, Brunet, la rue, faites ralentir le train par la grâce de Dieu. Je sais bien que chacun est en hâte d'arriver à Bourges, mais ce n'est point raison pour me moudre comme poivre dans cette caisse. Arrêtez, arrêtez tout à fait. Et faites arrêter en tête. Bon. Non, ce n'est point la faute de mes chevaux, c'est la faute de vous tous, qui poussez vos montures comme si vous aviez de l'étoupe allumée sur vos selles. À présent qu'on reparte, et qu'on observe, je vous prie de me mener à une allure de cardinal. Sinon je vous obligerai à combler les ornières devant moi. C'est qu'ils me romperaient les os, ces méchants diables, pour se coucher 1 heure plus tôt. Enfin, la pluie a cessé. Tenez, Archambault, encore un hameau brûlé. Les Anglais sont venus s'ébattre jusque dans les faubourgs de Bourges qu'ils ont incendiés, et même ils ont envoyé un parti qui s'est montré sous les murs de Nevers. Voyez-vous, je n'en veux point aux archers gallois, aux coutiliers irlandais et autres ribaudailles que le prince de Galles emploie à cette besogne. Ce sont gens de misère qui l'ont fait miroiter fortune. Ils sont pauvres, ignorants, et on les mène à la dure. La guerre pour eux, c'est piller, se goberger et détruire. Ils voient les gens des villages s'enfuir à leur approche, des enfants plein les bras, en hurlant « Les Anglais, sauve Dieu !» La chose est plaisante pour des vilains que d'apeurer d'autres vilains. Ils se sentent bien forts. Ils mangent de la volaille et du porc gras tous les jours, ils percent toutes les barriques pour étancher leur soif, et ce qu'ils n'ont pu boire ou manger, ils le saccagent avant de partir. Rafler les chevaux pour leur remonte, ils égorgent tout ce qui meugle ou bêle le long des chemins et dans les étables. Et puis, gueule saoule, les mains noires, ils jettent en riant des torches sur les meules, les granges et tout ce qui peut brûler. Oh, c'est bonne joie, n'est-ce pas, pour cette armée de bidots et goujats d'obéir à de tels ordres. Ils sont comme des enfants malfaisants, qu'on invite à méfaire. Et même, je n'en veux point aux chevaliers anglais, après tout. Ils sont hors de chez eux, on les a requis pour la guerre. Et le prince noir leur donne l'exemple du pillage, se faisant apporter les plus beaux objets d'or, d'ivoire et d'argent, les plus belles étoffes pour en emplir ses chariots ou bien gratifier ses capitaines. Dépouiller des innocents pour combler ses amis, voilà la grandeur de cet homme-là. Mais ceux à qui je souhaite qu'ils périssent de mâles morts et rôtissent en géhenne éternelle, oui, tout bon chrétien que je suis, ce sont ces chevaliers gascons, aquitains, poitevins et même certains de nos petits sires du Périgord,
qui préfèrent suivre le duc anglais que leur roi français, et qui, par goût de la rapine, ou par méchant orgueil, ou par jalousie de voisinage, ou parce qu'ils ont en travers du cœur un mauvais procès, s'emploient à ravager leur propre pays. Non, cela je prie bien fort Dieu de ne les point pardonner. Ils n'ont à leur décharge que la sottise du roi Jean, qui ne leur a guère prouvé qu'il était homme à les défendre, levant toujours ses bannières trop tard et les envoyant roidement du côté où les ennemis ne sont plus. Ah, c'est un bien grand scandale que Dieu a permis en laissant naître un prince si décevant. Pourquoi, donc, avait-il consenti au traité de Valognes, dont je vous entretenais hier, et échangé avec son gendre de Navarre un nouveau gros baiser de Judas? Parce qu'il redoutait l'armée du prince Édouard d'Angleterre qui faisait voile vers Bordeaux. Alors, la droite raison eût voulu, s'étant libéré les mains du côté de la Normandie, qu'il courût sus à l'Aquitaine. Il n'y a pas besoin d'être cardinal pour y penser. Mais que non, notre piteux roi musarde, donnant de grands ordres pour de petites choses. Il laisse le prince de Galles débarquer sur la Gironde et faire entrer de triomphe à Bordeaux. Il sait, par rapport d'espies et de voyageurs, que le prince rassemble ses troupes et les grossit de tous ces Gascons et Poitevins dont je vous disais tout à l'heure en quelle estime je les ai. Tout lui indique donc qu'une rude expédition s'apprête. Un autre y fondu comme l'aigle pour défendre son royaume et ses sujets. Mais ce parangon de chevalerie, lui, ne bouge pas. Il avait, il faut en convenir, des ennuis de finances en cette fin de septembre de l'an passé, un peu plus qu'à son ordinaire. Et justement, comme le prince Édouard équipait ses troupes, le roi Jean, pour sa part, annonçait qu'il avait à surseoir de 6 mois au paiement de ses dettes et aux gages de ses officiers. Souvent, c'est quand un roi est à court de monnaie qu'il lance ses gens à la guerre. Soyez vainqueurs et vous serez riches, faites-vous du butin, gagnez des rançons. Le roi Jean préféra se laisser appauvrir davantage en permettant à l'Anglais de ruiner à loisir le midi du royaume. Ah, la chevauchée fut bonne et facile pour le prince d'Angleterre. Il ne lui fallut qu'1 mois pour conduire son armée des rives de la Garonne jusqu'à Narbonne et à sa mère. Se plaisant à faire trembler Toulouse, brûlant Carcassonne, ravageant Béziers, il laissait derrière lui un long sillon de terreur et s'en acquit à peu de frais une grande renommée. Son art de guerre est simple, que notre Périgord a éprouvé cette année. Il attaque ce qui n'est point défendu. Il envoie une avant-garde éclairer la route assez loin et reconnaître les villages ou châteaux qui seraient solidement tenus. Ceux-là, il les contourne. Sur les autres, il lance un gros corps de chevaliers et d'hommes d'armes qui fondent sur les bourgs dans un fracas de fin du monde, disperse les habitants, écrase contre les murs ceux qui n'ont pas fui assez vite, embroche ou assomme tout ce qui s'offre à leur lance et à leur masse, puis se partagent en épis vers les hameaux, manoirs ou monastères avoisinants. Viennent derrière les archers, qui raflent la subsistance nécessaire à la troupe et vident les maisons avant d'y bouter le feu. Puis les coutilliers et les goujats qui entassent le butin dans les chariots et achèvent la besogne d'incendie. Tout ce monde, buvant jusqu'à plus soif, avance de 3 à 5 lieues par jour, mais la peur que répand cette armée la précède de loin. Le but du prince noir, je vous l'ai dit, affaiblir le roi de France. On doit accorder que l'objet fut atteint. Les grands bénéficiaires, ce sont les Bordelais et les gens du vignoble, et l'on conçoit qu'ils se soient coiffés de leur duc anglais. Ces dernières années, ils n'ont connu qu'un chapelet de malheurs, la dévastation de la guerre, les vignes malmenées par les combats, les routes du commerce fort incertaines, la mévente, sur quoi était venue s'ajouter la grande peste, qui avait obligé de raser tout un quartier de Bordeaux pour assainir la ville. Et voici que les calamités de la guerre à présent s'abattent sur d'autres. Eh bien, ils s'engossent. À chacun, n'est-ce pas, son tour de peine. Aussitôt débarqué, le prince de Galles a fait battre monnaie et circuler de belles pièces d'or, frappées au lys et au lion, au léopard, comme veulent dire les Anglais, bien plus épaisses et lourdes que celles de France marquées à l'agneau. Le lion a mangé l'agneau, disent les gens, en manière de joyeuseté. Les vignes donnent bien, la province est gardée, le mouvement du port est riche et nombreux, et en quelques mois il en est parti 20 000 tonneaux de vin, presque tout vers l'Angleterre. Si bien que depuis l'hiver passé, les bourgeois de Bordeaux montrent des faces réjouies et des ventres aussi ronds que leur futaille. Leurs femmes se pressent chez les drapiers, les orfèvres et les joailliers. La ville vit dans les fêtes, et chaque retour du prince en cette armure noire qu'il affectionne et qui lui vaut son surnom est salué par des réjouissances. Toutes les bourgeoises en ont la tête tournée. Les soldats, riches de leur pillage, dépensent sans compter. Les capitaines de Galles et de Cornouailles tiennent le haut du pavé, et il s'est fait beaucoup de cocus à Bordeaux ces temps-ci,
car la fortune n'encourage pas la vertu. On dirait de la France depuis un an qu'elle a 2 capitales, ce qui est la pire chose qui puisse advenir à un royaume. À Bordeaux, l'opulence et la puissance. À Paris, la pénurie et la faiblesse. Que voulez-vous, les monnaies parisiennes ont été altérées 80 fois depuis le début du règne. Oui, Archambault, 80 fois. La livre tournois n'a plus que le 10e de la valeur qu'elle avait à l'avènement du roi. Comment veut-on conduire un État avec de pareilles finances ? Quand on laisse s'enfler sans mesure le prix de toute denrée, et quand on amincit en même temps la monnaie, il faut bien s'attendre à de grands troubles et de grands revers. Les revers, la France les connaît, et les troubles, elle y entre. Et qu'a donc fait notre roi si futé l'autre hiver pour conjurer des périls que chacun apercevait ? Ne pouvant plus guère obtenir d'aide de la Languedoc, après la chevauchée anglaise, il a convoqué les États généraux de la Languedoy. La réunion n'a point tourné à sa satisfaction. Pour accepter l'ordonnance d'une levée exceptionnelle de 8 deniers à la livre sur toute vente, ce qui est lourde imposition pour tous métiers et négoces, ainsi qu'une particulière gabelle mise sur le sel, les députés se firent tirer l'oreille et émirent de grosses exigences. Ils voulaient que la recette fût perçue par receveurs spéciaux, choisis par eux, que l'argent de ces impôts n'aille ni au roi ni aux officiers de son service, que, s'il y avait une autre guerre, nulle levée d'aide nouvelle ne se fit qu'il n'en ait délibéré, que sais-je encore. Les gens du tiers étaient fort véhéments. Ils avançaient l'exemple des communes de Flandre, où les bourgeois se gouvernent eux-mêmes, ou bien du Parlement d'Angleterre, qui abarre sur le roi beaucoup plus que les États en France. Faisons comme les Anglais, cela leur réussit. C'est un travers des Français, lorsqu'ils sont dans la difficulté politique, de chercher des modèles étrangers plutôt que d'appliquer avec scrupule et exactitude les lois qui leur sont propres. Ne nous étonnons point que la nouvelle réunion des États, que le dauphin a dû avancer, tourne de la mauvaise façon que je vous contais l'autre jour. Le prévôt Marcel s'est exercé la gorge déjà l'année dernière. Ce n'était pas à vous ? Ah non, c'était à Don Calvo, en effet. Je ne l'ai pas fait remonter avec moi depuis, il est malade en litière. Et le Navarrais, me direz-vous, pendant ce temps. Le Navarrais s'attachait à persuader le roi Édouard qu'il ne l'avait pas joué en acceptant de traiter avec Jean II à Valognes, qu'il était toujours à son endroit dans les mêmes sentiments, qu'il n'avait feint de s'accorder au roi de France que pour mieux servir leurs desseins communs, et que le temps ne tarderait pas qu'il le lui ferait voir. Autrement dit, qu'il attendait la première occasion de trahir. Cependant, il travaillait à affermir son amitié avec le dauphin, par tout moyen de cajolerie, de flatteries et de plaisirs, et même par le moyen des femmes, car je sais des demoiselles, dont la gracieuse, que j'ai déjà dû vous nommer, et aussi une Biette Cassinelle, qui sont fort dévouées au roi de Navarre, et dont on dit qu'elles ont mis de l'entrain dans les petites fêtes des 2 beaux-frères. À la faveur de quoi, s'étant fait son maître en péché, le Navarrais commença de sourdement d'encourager le dauphin contre son père. Il lui représentait que le roi Jean ne l'aimait guère, lui, son aîné fils, et c'était chose vraie, qu'il était piètre roi, mais c'était vrai encore, qu'après tout ce serait œuvre pie que d'aider Dieu, sans aller jusqu'à abréger ses jours, au moins à le déchasser du trône. Vous feriez, mon frère, un meilleur roi que lui. N'attendez point qu'il vous laisse un royaume tout effondré. Un jeune homme est aisément pris à cette chanson-là. À nous 2, je vous l'assure, nous pouvons accomplir cela, mais il faut nous gagner des appuis en Europe. Et d'imaginer qu'ils aillent trouver l'empereur Charles IV, l'oncle du dauphin, pour requérir son soutien et lui demander des troupes, rien de moins. Qui eut cette belle idée d'appeler l'étranger pour régler les affaires du royaume et d'offrir à l'empereur, qui déjà donne tant de fil à retordre à la papauté, d'arbitrer le sort de la France ? Peut-être l'évêque Lecoq, ce mauvais prélat que Navarre avait ramené dans l'entourage du dauphin. Toujours est-il que l'affaire était bien montée et poussée fort avant. Quoi ? Pourquoi s'arrête-t-on quand je ne l'ai pas commandé ? Ah, des fardis encombrent la route. C'est que nous entrons dans les faubourgs. Faites dégager, je n'aime point ces arrêts imprévus, on ne sait jamais. Et quand il s'en produit que l'escorte se resserre autour de ma litière. Il y a des routiers pleins d'audace que le sacrilège n'effraie point, et pour qui un cardinal serait de bonne prise. Donc, le voyage des 2 Charles, celui de France et de Navarre, était résolu, dans le secret, et l'on sait même à présent qui devait être de l'équipé qui les conduirait à Metz. Le comte de Namur, le comte Jean d'Harcourt, le très gros, à qui il allait arriver malheur, comme je vous dirai, et aussi un Boulogne, Godefroy,
et Gaucher de l'Or, et puis bien sûr les sires de Graville, de Clerc et d'Aunay, Maubuée de Mennemare, Colin d'Oublel et l'inévitable Friquet de Frican, c'est-à-dire les conjurés de la Truquifile. Et aussi, la chose est d'intérêt, car je pense bien que c'était eux qui baillaient finance à l'expédition, Jean et Guillaume Marcel, deux neveux du prévôt, qui étaient dans l'amitié du roi de Navarre et qu'il conviait à ses réjouissances. Comploter avec un roi, cela éblouit toujours les jeunes bourgeois riches. Le départ était prévu pour la Saint-Ambroise. 30 Navarrais devaient attendre le dauphin à la barrière de Saint-Cloud au soir tombant, pour le conduire à Mantes, chez son cousin. Et de là, ce beau monde gagnerait l'Empire. Et puis, tout ne peut être contraire toujours à un homme qui a le mauvais sort, et même le plus sot des rois ne parvient pas à tout manquer. La veille, jour de la Saint-Nicolas, notre Jean II a vent de l'affaire. Il mande son fils, le cuisine assez bien, et le dauphin, lui faisant l'aveu du projet, prend sentiment du même coup qu'il s'est fourvoyé, non seulement pour lui-même, mais pour l'intérêt du royaume. Et là, le roi Jean, je dois le dire, se conduisit plus habilement qu'à son accoutumée. Il ne retient contre son fils que d'avoir voulu quitter le royaume sans son autorisation, lui montre gré de sa franchise en lui accordant tout aussitôt pardon et rémission de cette faute, et, découvrant que son héritier avait de la décision personnelle, déclare vouloir l'associer plus étroitement aux charges du trône, en le faisant duc de Normandie. C'était bien sûr l'envoyer dans un piège que de lui remettre ce duché tout peuplé de partisans des Évreux navards, mais c'était bien joué. Monseigneur le dauphin n'avait plus qu'à prévenir le mauvais qu'il rendait la liberté à tous ceux qui étaient dans la confidence de leurs desseins. Vous pensez bien que cette affaire n'avait pas fait recroître l'amour du père pour le fils, même si le dépit était dissimulé sous ce fier cadeau. Mais surtout, la haine du roi pour son gendre commençait à être bien recuite et dure comme pâte remise 6 fois au feu. Tuer son connétable, fomenter des troubles, débarquer des troupes, prendre langue avec l'ennemi anglais, et il ne savait pas encore à quel point. Enfin, détourner son fils, c'en était trop. Le roi Jean attendait l'heure propice à faire payer tout ce débit aux Navarrais. Pour nous, qui observions ces choses d'Avignon, l'inquiétude grandissait, et nous voyions approcher des circonstances extrêmes. Des provinces détachées, d'autres ravagées, une monnaie fuyante, un trésor vide, une dette croissante, des députés grondeurs et véhéments, de grands vassaux entêtés dans leurs factions, un roi qui n'est plus servi que par ses conseillers immédiats, et enfin, brochant sur le tout, un héritier du trône prêt à requérir l'aide étrangère contre sa propre dynastie. J'ai dit au pape, très Saint-Père, la France se fissure. Je n'avais point tort, je me suis seulement trompé sur le temps. Je donnais 2 ans pour que se produisît l'écroulement. Il n'en a même pas fallu un. Et nous n'avons pas encore vu le pire. Que voulez-vous, quand il n'y a point de fermeté à la tête, comment pourrait-on attendre qu'il y en ait dans les membres ? À présent, il nous faut tenter de recoller les morceaux, vaille que vaille, et pour cela, nous voilà en nécessité de recourir aux bons offices de l'Allemagne, et de donner du coup plus d'autorité à cet empereur, dont nous aurions plutôt souhaité museler l'arrogance. Avouez qu'il y a de quoi pester. Allez, maintenant, Archambaud, reprendre votre monture, et vous placer en tête du cortège. Je veux que, pour entrer dans Bourges, même si l'heure est tardive, on puisse voir flotter votre pennon du Périgord à côté de celui du Saint-Siège. Et faites écarter les rideaux de ma litière pour les bénédictions. Deuxième partie, le banquet de Rouen. Dispenses et bénéfices. Oh, ce monseigneur de Bourges m'a fort échauffé les humeurs pendant ces 3 jours que nous avons passés en son palais. Que voilà donc un prélat qui a l'hospitalité bien encombrante et bien quémandeuse, tout le temps à vous tirer par la robe pour obtenir quelque chose, et que de protégés et de clients à cet homme-là auquel il a fait promesse et qu'il vous jette dans les souliers,
Puis-je présenter à sa très sainte éminence un clerc de grand mérite? Sa très sainte éminence voudra-t-elle abaisser son regard bienveillant vers le chanoine de je ne sais quoi? J'ose recommander aux faveurs de votre très sainte éminence. Je me suis vraiment tenu à 4 hier soir pour ne pas lui lâcher. Allez vous purger, l'évêque, et veuillez, oui, la paix à ma sainte éminence. Je vous ai pris avec moi ce matin, Calvo. Vous commencez à mieux tolérer, j'espère, le balancement de ma litière. D'ailleurs, je serai bref. Pour que nous récapitulions bien précisément ce que je lui ai accordé et rien de plus. Car il ne va pas manquer, maintenant qu'il est dans notre route, de vous venir bassiner de prétendus agréments que j'aurais donnés à toutes ces requêtes. Déjà, il m'a dit, pour les dispenses mineures, je n'en veux point fatiguer votre très sainte éminence, je les présenterai à messire Francesco Calvo, qui est assurément personne de grand savoir, ou bien à messire du Bousquet. Oh là, je n'ai pas emmené avec moi un auditeur pontifical, 2 docteurs, 2 licenciés ès-lois et 4 bacheliers, pour relever de leur illégitimité tous les fils de prêtres qui disent la messe dans ce diocèse où ils possèdent un bénéfice. C'est merveille, d'ailleurs, qu'après toutes les dispenses qu'accorda durant son pontificat mon saint protecteur, le pape Jean XXII, près de 5000, dont plus de la moitié à des bâtards de curés, et moyennant pénitence d'argent, bien sûr, ce qui aida fort à restaurer le trésor du Saint-Siège, il se retrouve aujourd'hui autant de tonsurés qui sont les fruits du péché. Comme légat du pape, j'ai l'attitude de donner 10 dispenses au cours de ma mission, pas davantage. J'en accorde 2 à monseigneur de Bourges, c'est déjà trop. Pour les offices de notaire, j'ai droit d'en conférer 25, et à des clercs qui m'auront rendu de personnels services, pas à des gens qui se sont glissés dans les papiers de monseigneur de Bourges. Vous lui en donnerez 1, en choisissant le plus bête et le moins méritant, pour qu'il ne lui en vienne que des ennuis. Si l'on s'étonne, vous répondrez « Ah, c'est monseigneur qui l'a recommandé tout expressément ». Pour les bénéfices sans charge d'âme, autrement dit les commandes, que ce soit à des ecclésiastiques ou des laïcs, nous n'en distribuerons aucune. Monseigneur de Bourges en demandait trop, son éminence n'a pas voulu faire de jalousie. Et j'en ajouterai 1 ou 2 à monseigneur de Limoges, qui s'est montré plus discret. Ne dirait-on pas que je suis venu d'Avignon tout seulement pour répandre les faveurs et les profits autour de ce monseigneur de Bourges? Je prise peu les gens qui se poussent en faisant étalage de beaucoup d'obligés, et il se leurre, cet évêque-là, s'il croit que je parlerai de lui pour le chapeau. Et puis, je l'ai trouvé bien indulgent pour les fratricelles, dont j'ai vu pas mal rôder dans les couloirs de son palais. J'ai été forcé de lui rappeler la lettre du Saint-Père contre ces franciscains égarés, je la connais d'autant mieux que c'est moi qui l'ai rédigée, qui s'attribuent le ministère de la prédication, séduisent les simples par un habit d'une humilité feinte, et font des discours dangereux contre la foi et le respect dû au Saint-Siège. Je lui ai remis en mémoire qu'il avait commandement de corriger et punir ces malfaisants selon les canons, et en implorant, si de besoin, le secours du bras séculier, comme Innocent VI l'a fait l'autre année, en laissant brûler Jean de Châtillon et François d'Arcate, qui soutenaient des hérésies. Des erreurs, certes, mais il faut les comprendre, ils n'ont pas tort en tout, et puis les temps changent. Voilà ce qu'il m'a répondu, monseigneur de Bourges. Moi, je n'aime guère ces prélats qui comprennent trop les mauvais prêcheurs, et plutôt que de sévir, veulent se faire populaires en allant du côté où souffle le vent. Je vous serais donc gré, don Calvo, de me surveiller un peu ce bonhomme-là durant le voyage, et d'éviter qu'il endoctrine mes bacheliers, ou bien qu'il s'épanche trop auprès de monseigneur de Limoges ou des autres évêques que nous allons prendre en chemin. Faites-lui la route un peu dure, encore que nous n'aurons plus, les jours raccourcissant et le froid devenant plus vif, que des étapes courtes, 10 à 12 lieues la journée, pas davantage. Je ne veux point qu'on chemine de nuit. C'est pourquoi aujourd'hui nous n'allons pas plus loin que Sancerre. Nous y aurons longue soirée, prenez garde au vin qu'on y boit. Il est fruité et goulayant, mais plus gaillard qu'il n'y paraît. Faites-le savoir à la rue. Et qu'il me surveille l'escorte. Je ne veux point de soulard sous la livrée du pape. Mais vous pâlissez, Calvo? Décidément, vous ne tolérez point la litière. Non, descendez vite, je vous prie. La colère du roi. Donc l'équipé d'Allemagne avait tourné court, laissant le Navarrais dans le dépit. Reparti pour Évreux, il ne manqua pas de s'y agiter. 3 mois passent, nous arrivons à la fin mars de l'an dernier. Si, de l'an dernier, je dis bien, ou l'an présent si vous voulez, mais Pâques étant cette année tombée le 24 avril, c'était encore l'an dernier. Oui, je sais, mon neveu, c'est assez sotte coutume qui veut en France, alors que l'on fête l'an 9 le 1er janvier, que pour les registres, traités et toutes choses à se remémorer, on ne change le nombre qu'à partir de Pâques. La sottise, surtout, et qui met beaucoup de confusion, c'est d'avoir aligné le début légal de l'an sur une fête mobile,
de sorte que certaines années comptent 2 mois de mars, alors que d'autres sont privées d'avril. Certes, il faudrait changer cela, j'en tombe bien d'accord avec vous. Il y a déjà fort longtemps qu'on en parle, mais l'on ne s'y résout point. C'est le Saint-Père qui devrait en décider une bonne fois pour toute la chrétienté. Et croyez bien que la pire embrouille, c'est pour nous, en Avignon. Car en Espagne, comme en Allemagne, l'an commence le jour de Noël. À Venise le 1er mars, en Angleterre le 25. Si bien que lorsque plusieurs pays sont partis à un traité conclu au printemps, on ne sait jamais de quelle année on parle. Imaginez qu'une trêve entre la France et l'Angleterre ait pu être signée dans les jours d'avant Pâques. Pour le roi Jean, elle serait datée de l'an 1355, et pour les Anglais de 1356. Alors je vous le concède volontiers, c'est chose la plus bête qui soit. Mais nul ne veut revenir sur ses habitudes, même détestables, et l'on dirait que les notaires, tabellions, prévôts et toutes gens d'administration prennent plaisir à s'encrouter dans les difficultés qui égarent le commun. Nous en arrivons, vous disais-je, à cette fin du mois de mars, où le roi Jean eut une grande colère contre son gendre, bien sûr. Oh, reconnaissons que les motifs de déplaisir ne lui manquaient pas. Aux États de Normandie, assemblés au Vaudreuil par-devant son fils, devenu le nouveau duc, il s'était dit de rudes paroles à son endroit, comme jamais on en avait ouï auparavant, et c'étaient les députés de la noblesse, montés par les Évreux navarres, qui les avaient proférés. Les 2 d'Harcourt, l'oncle et le neveu, étaient les plus violents, à ce qu'on m'a dit. Et le neveu, le gros comte Jean, s'était emporté jusqu'à crier « Par le sang Dieu, ce roi est mauvais homme, il n'est pas bon roi, et je me garderai de lui. » Cela était revenu, vous imaginez bien, aux oreilles de Jean II. Et puis, aux nouveaux États de Languedoc, qui s'étaient tenus à la suite, les députés de Normandie n'étaient point venus, refus de paraître, tout bonnement. Ils ne voulaient plus s'associer aux aides et subsides, ni les payer. D'ailleurs, l'Assemblée eut à constater que la gabelle et l'imposition sur les ventes n'avaient point produit ce qu'on en attendait. Alors on décida d'y substituer un impôt sur le revenu vaillant, en bout d'année où l'on se trouvait. Je vous laisse à penser, comme la mesure fut bien prise, d'avoir à payer au roi une part de tout ce qu'on avait reçu, perçu ou gagné au fil de l'an, et souvent déjà dépensé. Non, cela ne fut point appliqué au Périgord, ni nulle part en Languedoc, mais je sais des personnes de chez nous qui sont passées à l'anglais par peur simplement que la mesure ne leur fût étendue. Cet impôt sur le revenu vaillant, joint à l'enchérissement des vivres, provoqua de l'émeute en diverses places, et surtout à Arras, où le menu peuple s'insurgea, et le roi Jean dut envoyer son connétable avec plusieurs compagnies de gendarmes pour charger ses meneurs. Non, certes, tout cela ne lui offrait guère raison de se réjouir, mais si gros ennui qu'il est, un roi doit conserver empire sur soi-même, ce qu'il ne fit pas en l'occasion que voici. Il était à l'abbaye de Beaupré en Beauvaisis pour le baptême du premier-né de monseigneur Jean d'Artois, comte d'Eu, depuis qu'il a été gratifié des biens et titres de Raoul de Brienne, le connétable décapité. Oui, c'est cela même, le fils du comte Robert d'Artois, auquel il ressemble fort d'ailleurs par la tournure. Quand on le voit, on en est saisi, on croit voir le père à son âge. Un géant, une tour qui marche. Les cheveux rouges, le nez bref, les joues piquées de soie de porc et des muscles qui lui joignent d'un trait la mâchoire à l'épaule. Il lui faut pour sa remonte des chevaux de fardier, et lorsqu'il charge, harnaché en bataille, il vous fait des trous dans une armée. Mais là s'arrête la semblance. Pour l'esprit, c'est le contraire. Le père était astucieux, délié, rapide, malin, trop malin. Celui-là a la cervelle comme un mortier de chaux et qui a bien pris. Le comte Robert était procédurier, comploteur, faussaire, parjure, assassin. Le comte Jean, comme s'il voulait racheter les fautes paternelles, se veut modèle d'honneur, de loyauté et de fidélité. Il a vu son père déchu et banni. Lui-même, en son enfance, a un peu séjourné en prison, avec sa mère et ses frères. Je crois qu'il n'est point encore accoutumé au pardon qu'il a reçu et à son retour en fortune. Il regarde le roi Jean comme le rédempteur en personne. Et puis, il est ébloui de porter le même prénom. « Mon cousin Jean, mon cousin Jean ». Il se balance du cousin Jean toutes les 3 paroles. Les hommes de mon âge qui ont connu Robert d'Artois, même s'ils ont eu à souffrir de ses entreprises, ne peuvent se défendre d'un certain regret en voyant la bien pâle copie qu'il nous a laissée. Ah, c'était un autre gaillard, le comte Robert. Il a rempli son temps de ses turbulences. Quand il mourut, on eût dit que le siècle tombait dans le silence. Même la guerre semblait avoir perdu de sa rumeur. Quel âge aurait-il à présent? Voyons, autour de 70 ans. Oh, il avait de la force pour vivre jusque-là, si une flèche perdue ne l'avait abattu dans le camp anglais au siège de Vannes.
Tout ce qu'on peut dire, c'est que les preuves de loyauté que multiplie le fils n'ont pas eu pour la couronne meilleur effet que les trahisons du père. Car ce fut Jean d'Artois qui, juste avant le baptême, et comme pour remercier le roi du grand honneur de son parrainage, lui révéla le complot de Conches, ou ce qu'il croyait être un complot. Conches, oui, je vous l'ai dit, un des châteaux autrefois confisqués à Robert d'Artois, et que monseigneur de Navarre s'est fait donner par le traité de Valognes. Mais il reste là-bas quelques vieux serviteurs des d'Artois qui leur sont toujours attachés. De la sorte, Jean d'Artois put chuchoter au roi, un chuchotement qui s'entendait à l'autre bout du bailliage, que le roi de Navarre s'était réuni à Conches avec son frère Philippe, les deux d'Harcourt, l'évêque Lecoq, Friquet de Frican, plusieurs sires normands de vieille connaissance et encore Guillaume Marcel, ou Jean, enfin l'un des neveux Marcel, et un seigneur qui arrivait de Pampelune, Miguel d'Espelette, et qu'ils auraient tous ensemble comploté d'assaillir par surprise le roi Jean à la première fois que celui-ci se rendrait en Normandie, et de l'Auxire. Était-ce vrai, était-ce faux ? Je pencherais à croire qu'il y avait un peu de vrai là-dedans, et que sans être allé jusqu'à mettre la conjuration sur pied, ils avaient envisagé la chose, car elle est bien dans la manière de Charles le Mauvais, qui, ayant manqué l'opération dans la grandeur, en allant chercher appui auprès de l'empereur d'Allemagne, ne répugnait sans doute pas à l'accomplir dans la vilenie, en répétant le coup de la truie qui file. Il faudra attendre d'être devant le tribunal de Dieu pour connaître le fond de la vérité. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait beaucoup discuté à Conches pour savoir si l'on se rendrait à Rouen, dans une semaine de là, le mardi d'avant la mi-carême, au festin auquel le dauphin, duc de Normandie, avait prié tous les plus importants chevaliers normands pour tenter de s'accorder avec eux. Philippe de Navarre conseillait qu'on refusât, Charles, au contraire, était enclin à accepter. Le vieux Godefroy d'Harcourt, celui qui boite, était contre et le disait bien fort. D'ailleurs, lui qui s'était brouillé avec feu le roi Philippe VI pour une affaire de mariage où l'on avait contrarié ses amours, ne se regardait plus tenu par aucun lien de vassalité envers la couronne. « Mon roi, c'est l'anglais », disait-il. Son neveu, l'obèse comte Jean, que le fumet d'un banquet eût traîné à l'autre bout du royaume, penchait pour y aller. À la fin, Charles de Navarre dit que chacun en ferait à son gré, que lui-même se rendrait à Rouen avec ceux qu'il voudrait, mais qu'il approuvait autant les autres de ne point paraître chez le dauphin, et que même c'était sagesse qu'il y en eût dans le retrait, car jamais il ne fallait mettre tous les chiens dans le même terrier. Une chose encore fut rapportée au roi, qui pouvait étayer le soupçon de complot. Charles de Navarre aurait dit que si le roi Jean venait à mourir, aussitôt il rendrait public son traité passé avec le roi d'Angleterre, par lequel il le reconnaissait pour roi de France, et qu'il se conduirait en tout comme son lieutenant dans le royaume. Le roi Jean ne demanda pas de preuves. Le premier soin d'un prince doit être de toujours faire vérifier la délation, et la plus plausible aussi bien que la plus incroyable. Mais notre roi manque tout à fait de cette prudence. Il gobe comme œuf frais tout ce qui nourrit ses rancunes. Un esprit plus rassis eût écouté, et puis cherché à rassembler renseignements et témoignages au sujet de ce traité secret qui venait de lui être révélé, et si de cette présomption il avait pu faire vérité, il eût alors été bien fort contre son gendre. Mais lui, dans l'instant, prit la chose pour certifiée, et c'est tout enflammé de colère qu'il entra dans l'église. Il y eut, m'a-t-on dit, une conduite étrange, n'entendant point les prières, prononçant tout de travers les répons, regardant chacun d'un air furieux et jetant sur le surplis d'un diacre la braise d'un encensoir auquel il s'était heurté. Je ne sais trop comment fut baptisé le rejeton des d'Artois, mais avec un semblable parrain, je crois qu'il faudra bien vite faire renouveler ses vœux à ce petit chrétien-là si l'on veut que le bon Dieu l'ait en miséricorde. Et dès l'issue de la cérémonie, ce fut l'ouragan. Jamais les moines de Beaupré n'entendirent tant de jurements affreux, comme si le diable s'était venu loger dans la gorge du roi. Il pleuvait, mais Jean II n'en avait cure pendant toute une grande heure, et alors qu'on avait déjà corné l'eau du dîner, il se fit saucer en arpentant le jardin des moines, battant les flaques de ses poulaines, ces ridicules chaussures que le beau monsieur d'Espagne et lui mirent en mode, et forçant toute sa suite, messire Nicolas Braque, son maître de l'hôtel, les messieurs de Loris et les autres chambellans, et le maréchal d'Audrehem et le grand Jean d'Artois, tout éberlué et penaud, à se tremper avec lui. Il se gâta là pour des milliers de livres de velours, de broderies et de fourrures.
Il n'y a nul maître en France, hors moi, hurlait le roi. Je ferai qu'il crève, ce mauvais, cette vermine, ce blaireau pourri qui conspire ma faim avec tous mes ennemis. Je m'en vais l'oxyre moi-même. Je lui arracherai le cœur de mes mains et je partagerai son pu encore en tant de morceaux, m'entendez-vous? Qu'il y en aura assez pour en pendre un à la porte de chacun des châteaux que j'ai eu la faiblesse de lui octroyer. Et qu'on ne vienne plus jamais intercéder pour lui, et qu'aucun de vous ne s'avise de me prêcher l'accommodement. D'ailleurs, il n'y aura plus lieu de plaider pour ce félon, et la Blanche et la Jeanne pourront se vider à faire couler leurs larmes. On apprendra qu'il n'y a nul maître en France hors moi. Et sans cesse, il revenait sur ce nul maître en France hors moi, comme s'il avait eu besoin de se persuader qu'il était le roi. Il se calma à demi pour demander quand se tiendrait ce banquet que son âne de fils offrait si courtoisement à son serpent de gendre. Le jour de la Saint-Irène, le 5 avril. Le 5 avril, la Saint-Irène, répéta-t-il, comme s'il avait peine à se mettre une chose si simple dans l'esprit. Il resta un moment à secouer la tête, tel un cheval, pour égoutter ses cheveux jaunes tout collés de pluie. Ce jour-là, j'irai chasser à Gisors, fit-il. On était habitué à ces sautes d'humeur. Chacun pensa que la colère du roi s'était épuisée en paroles et que la chose en resterait là. Et puis advint ce qui se passa au banquet de Rouen. Oui, mais vous ne le savez pas par le menu. Je vais vous conter cela, mais demain, car pour ce aujourd'hui, l'heure avance et nous devons être proches d'arriver. Vous voyez, à bavarder ainsi, le chemin paraît plus court. Pour ce soir, nous n'avons qu'à souper et dormir. Demain, nous serons à Auxerre, où j'aurai des nouvelles d'Avignon et de Paris. Ah, un mot encore, Archambaud. Soyez circonspect avec monseigneur de Bourges, qui nous accompagne, si jamais il vous entreprend. Il ne me plaît guère, et je ne sais pourquoi j'ai dans l'idée que cet homme-là a des intelligences avec le Capocci. Lancez le nom, sans paraître y toucher, et vous me direz ce qu'il vous en semble. Vers Rouen. Le roi Jean s'en fut effectivement à Gisors, mais il n'y resta que le temps de prendre 100 piquiers de la garnison. Puis, il partit, bien ostensiblement, par la route de Chaumont et de Pontoise, afin que chacun pût croire qu'il rentrait à Paris. Il emmenait avec lui son second fils, le duc d'Anjou, et puis son frère, le duc d'Orléans, lequel paraît plutôt comme un de ses fils, car monseigneur d'Orléans, qui a 20 ans, en compte 17 de différence avec le roi, et seulement 2 avec le dauphin. Le roi s'était fait escorter du maréchal d'Audrehem, de ses seconds chambellans, Jean d'Andrizel et Guy de la Roche, parce qu'il avait expédié à Rouen quelques jours plus tôt Loris et Nicolas Braque, sous le prétexte qu'il les prêtait au dauphin pour veiller aux préparatifs de son banquet. Qui avait-il encore derrière le roi? Oh, il avait bien constitué sa troupe. Il emmenait les frères d'Artois, Charles et l'autre, mon cousin Jean, qui lui collait à la croupe et dépassait de la tête toute la chevauchée, et encore Louis d'Harcourt, qui était en brouille avec son frère et son oncle Godefroy, et tenait à cause de cela le parti du roi. Je vous passe les écuyers de chasse et les veneurs, les corquillerets, huets des ventes et autres mots des tours. Dame, le roi allait chasser et voulait en donner l'apparence. Il montait son cheval de chasse, un Napolitain vite, brave et bien embouché qu'il affectionne particulièrement. Nul ne pouvait s'étonner qu'il fût suivi des sergents de sa garde étroite, commandés par 2 gaillards fameux pour la grosseur de leurs muscles, Enguerrand l'Allemand et Périnet le Buffle. Ces deux-là vous retournent un homme rien qu'en le prenant par la main. Il est bon qu'un roi ait toujours autour de lui une garde rapprochée. Le Saint-Père a la sienne. J'ai mes hommes de protection, moi aussi, qui chevauchent au plus près de ma litière, comme vous avez dû vous en aviser. Je suis tellement accoutumé à eux que je finis par ne plus les voir, mais eux ne me quittent pas des yeux. Ce qui eût pu surprendre, mais il aurait fallu avoir le regard bien ouvert, c'était que les valets de la chambre, sans doute Tassin et Poupart le barbier, portaient pendus à leur selle le aume, la cervelière, la grande épée, tout le harnais de bataille du roi. Et puis aussi la présence du roi des Ribauds, un bonhomme qui se nomme Guillaume je ne sais plus quoi, et qui non seulement veille à la police des bordels dans les villes où le roi réside, mais est chargé de la justice directe du roi. Il y a davantage de travail dans cette charge depuis que Jean II est au trône. Avec les écuyers des ducs, les varlets, les domestiques de tous ces seigneurs et les piquiers embarqués à Gisors, cela faisait bien 200 cavaliers, dont beaucoup hérissés de lances, un bien gros équipage pour aller buissonner le chevreuil. Le roi avait pris la direction de Chaumont-en-Vexin, mais jamais on ne le vit passer dans ce bourg. Sa troupe s'évanouit en route, comme par un tour d'enchanteur. Il avait fait couper à travers la campagne pour remonter droit au nord, sur Gournay-en-Bray,
où il ne s'attarda guère, juste le temps de prendre le comte de Tancarville, un des rares grands seigneurs de Normandie qui soit resté de ses féaux, parce qu'il est comme chien à chien avec les d'Harcourt. Un Tancarville stupéfait, car il attendait là, entouré de 20 chevaliers de sa bannière, le maréchal d'Audrehem, mais nullement le roi. « Mon fils le dauphin ne vous avait-il pas convié demain à Rouen, messire comte ?»« Oui, sire, mais le mandement que j'ai reçu de messire le maréchal, qui venait inspecter les forteresses de ce pays, m'a dispensé de paraître dans une compagnie où beaucoup de visages m'auraient fort déplu. Eh bien, vous irez quand même à Rouen, Tancarville, et je vais vous instruire de ce que nous y allons faire. Sur quoi, toute la chevauchée pique vers le sud, dans la nuit tombante, une petite trotte, 3 ou 4 lieues, mais qui s'ajoute aux 18 parcourus depuis le matin, pour aller dormir dans un château fort bien écarté, en bordure de la forêt de Lyons. Les espies du roi de Navarre, s'il en avait par là, devaient être bien en peine de lui dire où courait le roi de France, sur ce chemin haché, et pour y quoi faire. On a vu le roi qui partait chasser. Le roi est à inspecter les forteresses. Le roi était debout avant l'aurore, plein de hâte et de fièvre, pressant son monde, et déjà en selle pour foncer, cette fois au plus droit, à travers la forêt de Lyons. Ceux qui voulaient manger un quignon de pain et une tranche de lard durent le faire d'une main, les rênes au creux du bras, de l'autre main tenant leur lance, tout en trottant. Elle est dense et longue, la forêt de Lyons. Elle a plus de 7 lieues, et pourtant en 2 heures on l'a presque traversée. Le maréchal d'Audrehem pense qu'à ce train-là, on va arriver sûrement trop tôt. On pourrait bien s'arrêter un moment, ne serait-ce que pour laisser pisser les chevaux, sans compter que, pour sa propre part, c'est le maréchal lui-même qui me l'a raconté. Une envie, que votre éminence me pardonne, à me couper les flancs. Or, un maréchal de l'Ost ne peut tout de même pas se soulager du haut de sa monture, comme le font les simples archers quand le besoin les presse, et tant pis s'ils arrosent le cuir de l'arçon. Alors je dis au roi, sire, rien ne sert de tant se hâter, cela ne fait pas avancer plus vite le soleil. En plus, les chevaux ont besoin de faire de l'eau. Et le roi de me répondre, voici la lettre que j'écrirai au pape pour expliquer ma justice et prévenir les mauvais récits qu'on pourra lui faire. Trop longtemps, très Saint-Père, les mansuétudes et accommodements que j'ai consentis par douceur chrétienne à ce mauvais parent l'ont encouragé à forfaire, et à cause de lui sont venus méchefs et malheurs au royaume. Il en a prêté un plus grand encore en me déprivant de la vie, et c'est pour prévenir qu'il accomplisse ce nouveau crime, et pique avant sans s'apercevoir de rien, qu'il est sorti de la forêt de Lyons, qu'il a débuché en plaine, qu'il est entré dans une autre forêt. Audrehem m'a dit qu'il ne lui avait jamais vu tel visage, l'œil comme fou, son lourd menton trémulant sous la maigre barbe. Soudain, Tancarville pousse sa monture jusqu'à la hauteur du roi pour demander à celui-ci, bien poliment, s'il a choisi de se rendre à Pont-de-l'Arche. « Mais non, crie le roi, je vais à Rouen. »« Alors, sire, je crains que vous n'y parveniez pas par ici. Il eût fallu prendre à droite, à la dernière patte d'oie. » Et le roi de faire demi-tour sur place à son cheval napolitain et de remonter au galop toute la colonne, en commandant un grand coup de gueule qu'on le suive, ce qui ne s'accomplit pas sans désordre, mais toujours sans pisser, pour la grand-peine du maréchal. « Dites-moi, mon neveu, ne sentez-vous rien dans notre allure ?»« Ah bien, moi si. Brunet! Oh là, Brunet! Un de mes sommiers boite. Ne me dites pas non, monseigneur, et regardez. Celui d'arrière. Et je pense même qu'il boite de l'antérieur droit. Faites arrêter. Et alors? Ah, il se déferge. Et de quel pied? Alors, qui avait raison? J'ai les reins plus éveillés que vous n'avez les yeux. Allons, Archambault, descendons. Nous ferons quelques pas, tandis qu'on va changer les chevaux. L'air est frais, mais point méchant. Qu'apercevons-nous d'ici? Le savez-vous, Brunet? Saint-Amand puisé. C'est ainsi, Archambault, que le roi Jean dut apercevoir Rouen, le matin du 5 avril. Le banquet. Vous ne connaissez pas Rouen, Archambault, ni donc le château du Beauvreuil. Non, c'est un gros château, à 6 ou 7 tours disposés en rond, avec une grande cour centrale. Il fut bâti voici 150 ans, par le roi Philippe Auguste, pour surveiller la ville et son port, et commander le cours extrême de la rivière de Seine. C'est une place importante que Rouen, une des ouvertures du royaume du côté de l'Angleterre, donc une fermeture aussi. La mer remonte jusqu'à son pont de pierre qui relie les 2 parties du duché de Normandie. Le donjon n'est pas au milieu du château, c'est une des tours, un peu plus haute et épaisse que les autres. Nous avons des châteaux pareils en Périgord, mais ils ont ordinairement plus de fantaisie dans l'aspect. La fleur de la chevalerie de Normandie y était assemblée, vêtue avec autant de richesse qu'il était possible,
60 sires étaient venus, chacun avec au moins un écuyer. Les sonneurs venaient de Cornello quand un écuyer de messire Godefroy d'Harcourt, tout suant d'un long galop, vint avertir le comte Jean que son oncle le mandait en hâte et le priait de quitter Rouen sur-le-champ. Le message était fort impérieux, comme si messire Godefroy avait eu vent de quelque chose. Jean d'Harcourt se mit en devoir d'obtempérer, se coulant hors de la compagnie, et il était déjà au bas de l'escalier du donjon qui l'encombrait presque tout de sa personne, tant il était gras, une vraie futaille, quand il tomba sur Robert de Loris qui lui barra le passage de l'air le plus affable. « Messire comte, messire, vous vous en partez? Mais monseigneur le dauphin n'attend plus que vous pour dîner. Votre place est à sa gauche. » N'osant faire affront au dauphin, le gros d'Harcourt se résigna à différer son départ. Il partirait après le repas. Et il remonta l'escalier, sans trop de regret, car la table du dauphin avait grande réputation. On savait qu'il s'y servait merveille, et Jean d'Harcourt n'avait pas acquis tout le lard dont il était bardé à sucer seulement des brins d'herbe. Et de fait, quel festin! Ce n'était pas en vain que Nicolas Braque avait aidé le dauphin à la prêter. Ceux qui y furent et qui en réchappèrent n'en ont rien oublié. 6 tables, réparties dans la grande salle ronde, au mur des tapisseries de verdure, si vives de couleurs qu'on aurait cru dîner au milieu de la forêt, auprès des fenêtres des buissons de cierges pour renforcer le jour qui venait par les ébrasements, comme le soleil à travers les arbres. Derrière chaque convive un écuyer tranchant, soit pour les grands seigneurs le leur propre, et pour les autres quelqu'un de la maison du dauphin. On usait de couteaux à manche d'ébène, dorés et émaillés aux armes de France, tout spécialement réservés pour le temps de carême. C'est la coutume de la cour de ne sortir les couteaux à manche d'ivoire qu'à partir des fêtes de Pâques, car on respectait le carême. Pâté de poisson, ragoût de poisson, carpes, brochets, tanches, brèmes, saumons et barres, plats d'œufs, volailles, gibier de plumes. On avait vidé les viviers et les basses-cours, écumé les rivières. Les pages de cuisine formant une chaîne continue dans l'escalier montaient les plats d'argent et de vermeil où rôtisseurs, queues et sauciers avaient disposé, dressé, nappé les mets préparés sous les cheminées de la tour des cuisines. 6 échansons versaient les vins de Beaune, de Meursault, d'Arbois et de Touraine. Ah, vous aussi, cela vous met en appétit, Archambault. J'espère qu'on nous fera bonne chère tout à l'heure à Saint-Sauveur. Le dauphin, au milieu de la table d'honneur, avait Charles de Navarre à sa droite et Jean d'Harcourt à sa gauche. Il était vêtu d'un drap bleu marbré de Bruxelles et coiffé d'un chaperon de même étoffe, orné de broderies de perles disposées en forme de feuillage. Je ne vous ai jamais encore décrit, monseigneur le dauphin. Le corps étiré, les épaules larges et maigres, il a le visage allongé, un grand nez, un peu bossué en son milieu, un regard dont on ne sait s'il est attentif ou songeur, la lèvre supérieure mince, l'autre plus charnue, le menton effacé. On dit qu'il ressemble assez, pour autant qu'on ait moyen de savoir, à son ancêtre Saint-Louis, qui était comme lui très long et un peu voûté. Cette tournure-là, à côté d'hommes très sanguins et redressés, apparaît de temps à autre dans la famille de France. Les huissiers de cuisine venaient d'un pas empesé présenter les plats l'un après l'autre, et lui, le dauphin, désignait la table vers laquelle il devait être porté, faisant ainsi honneur à chacun de ses hôtes, au comte d'Étampes, au sire de la Ferté, au maire de Rouen, accompagnant d'un sourire, avec beaucoup de dignité courtoise, le geste qu'il faisait de la main gauche toujours, car je vous l'ai dit, je crois sa main droite est enflée, rougeâtre et le fait souffrir, il s'en sert le moins possible. À peine peut-il jouer à la paume une demi-heure et tout de suite sa main gonfle. Ah, c'est une grande faiblesse pour un prince, ni chasse, ni guerre. Son père ne se cache pas pour l'en mépriser. Comme il devait envier, le pauvre dauphin, tous ces seigneurs qu'il traitait, les sires de Clerc, de Graville, du Bec-Thomas, de Mennemare, de Braquemont, de Sainte-Beuve ou d'Oudetot, ces chevaliers, solides, sûrs d'eux, tapageurs, fiers de leurs exploits aux armes. Il devait même envier le gros d'Harcourt, que son quintal de graisse n'empêchait pas de maîtriser un cheval, ni d'être un redoutable tournoyeur, et surtout le sire de Biville, un fameux homme qu'on entoure beaucoup dès qu'il paraît en société, et à qui l'on fait raconter son exploit. C'est celui-là même, vous voyez, son nom vous est parvenu. Oui, d'un seul coup d'épée, un Turc fendu en deux sous les yeux du roi de Chypre. À chaque récit qu'il recommence, l'entaille augmente d'1 pouce. Un jour, il aura aussi fendu le cheval. Mais je reviens au dauphin Charles.
Il sait, ce garçon, à quoi sa naissance et son rang l'obligent. Il sait pourquoi Dieu l'a fait naître, la place que la Providence lui a assignée, au plus haut de l'échelle des hommes, et que, sauf à mourir avant son père, il sera roi. Il sait qu'il aura le royaume à gouverner souverainement. Il sait qu'il sera la France. Et si dans le secret de soi il s'afflige que Dieu ne lui ait pas dispensé, en même temps que la charge, la robustesse qui l'aiderait à la bien porter, il sait qu'il doit pallier les insuffisances de son corps par une bonne grâce, une attention à autrui, un contrôle de son visage et de ses propos, un air tout ensemble de bienveillance et de certitude qui jamais ne laisse oublier qui il est, et se composer de la sorte une manière de majesté. Cela n'est point chose aisée quand on a 18 ans et que la barbe vous pousse à peine. Il faut dire qu'il y a été entraîné de bonne heure. Il avait 11 ans quand son grand-père, le roi Philippe VI, parvint enfin à racheter le Dauphiné à Humbert II de Vienne. Cela effaçait quelque peu la défaite de Crécy et la perte de Calais. Je vous ai dit après quelle négociation. Ah, je croyais. Vous voulez donc en savoir le menu ? Le dauphin Humbert était aussi gonflé d'orgueil que perclus de dettes. Il désirait vendre, mais continuer à gouverner quelque partie de ce qu'il cédait, et que ses États après lui restassent indépendants. Il avait d'abord voulu traiter avec le comte de Provence, roi de Sicile, mais il monta le prix trop haut. Il se retourna alors vers la France, et c'est là que je fus appelé à m'occuper des tractations. Dans un premier accord, il céda sa couronne, mais seulement pour après sa mort. Il avait perdu son unique fils. Parti au comptant, 120 000 florins, s'il vous plaît, et parti en pension viagère. Avec cela, il eût pu vivre à l'aise, mais au lieu d'éteindre ses dettes, il dissipa tout ce qu'il avait reçu en allant chercher la gloire à combattre les Turcs. Harcelé par ses créanciers, il lui fallut alors vendre ce qui lui restait, c'est-à-dire ses droits viagers. Ce qu'il finit par accepter, pour 200 000 florins de plus et 24 000 livres de rente, mais non sans continuer de faire le superbe. Heureusement pour nous, il n'avait plus d'amis. C'est moi, je le dis modestement, qui trouvai l'accommodement par lequel on put satisfaire à l'honneur d'Humbert et de ses sujets. Le titre de dauphin de Viennois ne serait pas porté par le roi de France, mais par l'aîné des petits-fils du roi Philippe VI, et ensuite par son aîné-fils. Ainsi, les dauphinois, jusque-là indépendants, gardaient l'illusion de conserver un prince qui ne régnait que sur eux. C'est la raison pour laquelle le jeune Charles de France, ayant reçu l'investiture à Lyon, eut à accomplir au cours de l'hiver de 1349 et du printemps de 1350 la visite de ses nouveaux États. Cortège, réception, fête. Il n'avait, je vous le répète, que 11 ans. Mais, avec cette facilité qu'ont les enfants d'entrer dans leur personnage, il prit l'habitude d'être accueilli dans les villes par des vivats, d'avancer entre des fronts courbés, de s'asseoir sur un trône, tandis qu'on se hâtait de lui glisser sous les pieds assez de carreaux de soie pour qu'il ne pendisse pas dans le vide, de recevoir en ses mains l'hommage des seigneurs, d'écouter gravement les doléances des villes. Il avait surpris par sa dignité, son affabilité, le bon sens de ses questions. Les gens s'attendrissaient de son sérieux. Les larmes venaient aux yeux des vieux chevaliers et de leurs vieilles épouses lorsque cet enfant les assurait de son amour et de son amitié, les louait de leur mérite et leur disait compter sur leur fidélité. De tout prince, la moindre parole est objet de gloses infinies par lesquelles celui qui l'a reçu se donne importance. Mais d'un si jeune garçon, d'une miniature de prince, quels récits émus ne provoquaient pas la plus simple phrase ? À cet âge, on ne peut point feindre. Mais si, il feignait. Et même, il se plaisait à feindre, comme tous les gamins. Feindre l'intérêt pour chacun qu'il voyait, même si on lui offrait un regard louche et une bouche édentée. Feindre le contentement devant le présent qu'on lui remettait, même s'il en avait déjà reçu 4 semblables. Feindre l'autorité lorsqu'un conseil de ville venait se plaindre pour une affaire de péage ou quelque litige communal. Vous serez rétabli dans votre droit si l'on vous a fait tort. Je veux que l'on conduise enquête avec diligence. Il avait vite compris combien prescrire une enquête d'un ton décidé produit grand effet sans engager à rien. Il ne savait pas encore qu'il serait d'une santé si faible, bien qu'il fût tombé malade pendant plusieurs semaines à Grenoble. Et ce fut durant ce voyage qu'il apprit la mort de sa mère, puis de sa grand-mère, et bientôt après, le remariage de son grand-père et celui de son père, coup sur coup, avant qu'on lui annonçât qu'il allait lui-même bientôt épouser madame Jeanne de Bourbon, sa cousine, qui avait le même âge que lui. Ce qui s'était fait a atteint l'Ermitage, au début d'avril, dans une grande pompe et toute une affluence d'églises et de noblesse. Il n'y a que 6 ans. Ces miracles,
qu'il n'ait pas eu la tête tournée ou perturbée par toutes ces pompes. Il avait seulement révélé le penchant commun à tous les princes de sa famille pour la dépense et le luxe. Des mains percées, avoir tout de suite tout ce qui leur plaît, je veux ceci, je veux cela, acheter, posséder les choses les plus belles, les plus rares, les plus curieuses, et surtout les plus coûteuses, les animaux de ménagerie, les orfèvreries somptueuses, les livres enluminés, dépenser, vivre dans des chambres tendues de soie et de draps d'or de Chypre, faire coudre sur leurs vêtements des fortunes en pierreries, rutiler, c'est, pour le dauphin comme pour tous les gens de son lignage, le signe du pouvoir, et la preuve, à leurs propres yeux, de la majesté. Une naïveté qui leur vient de leur aïeul, le premier Charles, le frère de Philippe le Bel, l'empereur titulaire de Constantinople. Ce gros bourdon qui tant s'agita et agita l'Europe, et même un moment songea à l'Empire d'Allemagne. Un dispendieux, si jamais il en fut. Tous ont cela dans le sang. Quand on se commande des souliers dans la famille, c'est par 24, 40 ou 55 paires à la fois, pour le roi, pour le dauphin, pour Monseigneur d'Orléans. Il est vrai que leurs sottes poulaines ne tiennent pas à la boue, les longues pointes se déforment, les broderies se ternissent, et l'on abîme en 3 jours ce qui a pris 1 mois de labeur aux meilleurs artisans qui sont dans la boutique de Guillaume Loisel, à Paris. Je le sais parce que c'est de là que je fais venir mes mules rouges. Mais moi, il me suffit de 8 paires à l'année. Et regardez, ne suis-je pas toujours proprement chaussé? Comme la cour donne le ton, seigneurs et bourgeois se ruinent en passementerie, en fourrure, en joyaux, en dépenses de vanité, on rivalise d'ostentation. Pensez que, pour orner le chaperon que portait Monseigneur le Dauphin, ce jour de Rouen que je vous conte, on avait usé 1 marc de grosses perles et 1 marc de menu, commandé chez Bellhomme et Turel pour 300 ou 320 écus. Allez vous étonner que les coffres soient vides quand chacun dépense plus qu'il ne lui reste d'argent. Voilà ma litière qui revient. On a changé d'attelage. Eh bien, remontons. Il en est un, en tout cas, à qui ces difficultés de finance profitent, et qui fait bien ses affaires sur la pénurie de la caisse royale, c'est messire Nicolas Braque, le premier maître de l'hôtel, qui est aussi le trésorier et le gouverneur des monnaies. Il a monté une petite compagnie de banque, je devrais dire une compagnie de frimes, qui rachète parfois aux 2 tiers, parfois à la moitié, parfois même au tiers prix, les dettes du roi et de sa parenté. La machinerie est simple. Un fournisseur de la cour est saisi à la gorge parce que depuis 2 ans ou plus, on ne lui a rien versé et qu'il ne sait plus comment payer ses compagnons ou acheter ses marchandises. Il s'en vient trouver messire Braque et lui agite ses mémoires sous le nez. Il a grand air, messire Braque. Il est bel homme, toujours sévèrement vêtu, et il ne prononce jamais plus de mots qu'il n'en faut. Il n'a pas son pareil pour rabattre aux gens leur caquet. Tel qui arrivait tempêtant, cette fois il va m'entendre, c'est que j'en ai gros à lui dire et je ne lui mâcherai pas mes mots, se retrouve en un tournement balbutiant et suppliant. Messire Braque laisse tomber sur lui comme une douche de gouttière quelques paroles froides et roides. Vos prix sont forcés, comme toujours sur les travaux qu'on fait pour le roi. La clientèle de la cour vous attire maintes pratiques sur lesquelles vous gagnez gros. Si le roi est en difficulté de payer, c'est que tout l'argent de son trésor passe à subvenir aux frais de la guerre. Prenez-vous-en aux bourgeois, comme maître Marcel, qui rechigne à consentir les aides. Puisque vous peinez tant à fournir le roi, eh bien on vous retirera les commandes. Et quand le doléant est bien assagi, bien mari, bien grelottant, alors Braque lui dit « Si vraiment vous êtes dans la gêne, je veux essayer de vous venir en aide. Je puis peser sur une compagnie de change où je compte des amis pour qu'elle reprenne vos créances. Je tenterai, je dis bien je tenterai, qu'elle vous soit rachetée pour les 4/6, et vous donnerez quittance du tout. La compagnie se fera rembourser quand Dieu voudra regarnir le trésor, si jamais il le veut. Mais n'en allez point parler, sinon chacun dans le royaume m'en viendrait demander autant. C'est grande faveur que je vous fais. » Après quoi, dès qu'il y a 3 sous dans la cassette, Braque prend l'occasion de glisser au roi « Sire, je ne voulais point, pour votre honneur et votre renom, laisser traîner cette dette criarde, d'autant que le créancier était fort monté et menacé d'un esclandre. J'ai, pour l'amour de vous, éteint cette dette avec mes propres deniers. » Et, par priorité de faveur, il se fait rembourser du tout. Comme c'est lui, d'autre part, qui ordonne la dépense du palais, il se fait arroser de beaux cadeaux pour chaque commande passée. Il gagne au debout, cet honnête homme. Et ce jour du banquet, il s'affairait moins à négocier le paiement des aides refusées par les États de Normandie qu'à traiter avec le maire de Rouen, maître Mustel, du rachat des créances des marchands rouennais. Car des mémoires qui dataient du dernier voyage du roi, et même d'avant,
restait impayé. Quant au dauphin, depuis qu'il était lieutenant du roi en Normandie, avant même d'être duc en titre, il commandait, mais sans jamais solder aucun de ses comptes. Et messire Braque se livrait à son trafic habituel, en assurant le maire que c'était par amitié pour lui et pour l'estime dans laquelle il tenait les bonnes gens de Rouen qu'il allait leur rafler le tiers de leur profit. Davantage même. Car il les paierait en francs à la chaise, c'est-à-dire dans une monnaie amincie. Et par qui ? Par lui, qui décidait des altérations. Reconnaissons que, lorsque les États se plaignent des grands officiers royaux, ils y ont quelques motifs. Quand je pense que messire Enguerrand de Marigny fut naguère pendu parce qu'on lui reprochait 10 ans après d'avoir une fois rogné la monnaie, mais c'était un saint auprès des argentiers d'aujourd'hui. Qu'y avait-il encore à Rouen qui mérite d'être nommé, hors les serviteurs habituels, et Miton le Fol, le nain du dauphin, qui gambadait entre les tables, pourtant lui aussi chaperon emperlé, des perles pour un nain, je vous le demande. Est-ce bonne manière de dépenser les écus qu'on n'a pas ? Le dauphin le fait vêtir d'un drap rayé qu'on lui tisse tout exprès, à gants. Je désapprouve cet emploi qu'on fait des nains. On les oblige à bouffonner, on les pousse du pied, on en fait riser. Ce sont créatures de Dieu, après tout. Même si l'on peut dire que Dieu ne les a pas trop réussis. Raison de plus pour leur témoigner un peu de charité. Mais les familles, à ce qu'il paraît, tiennent pour une bénédiction la venue d'un nain. Ah, il est petit, puisse-t-il ne pas grandir, on pourra le vendre à un duc, ou peut-être au roi. Non, je crois vous avoir cité tous les convives d'importance, avec Friquet de Frican, Graville, Mennemar, oui, je les ai nommés, et puis, bien sûr, le plus important de tous, le roi de Navarre. Le dauphin lui réservait toute son attention. Il n'avait guère d'effort à faire, d'ailleurs, du côté du gros d'Harcourt, celui-là ne causait qu'avec les plats. Et il était bien vain de lui adresser parole pendant qu'il engloutissait des montagnes. Mais les deux Charles, Normandie et Navarre, les deux beaux-frères, parlaient beaucoup, ou plutôt Navarre parlait. Ils ne s'étaient guère revus depuis leur équipée manquée d'Allemagne, et c'était tout à fait dans la manière du Navarrais que de chercher, par flatterie, protestation de bonne amitié, souvenirs joyeux et récits plaisants, à reprendre empire sur son jeune parent. Tandis que son écuyer, Colin Doublel, déposait les mets devant lui, Navarre, rieur, charmant, plein d'entrain et de désinvolte, « C'est la fête de nos retrouvailles. Grand merci, Charles, de me permettre de te montrer l'attachement que j'ai pour toi. Je m'ennuie depuis ton éloignement. » Il lui rappelait leurs fines parties de l'hiver précédent et les aimables bourgeoises qu'il jouait au dé, à qui la blonde, à qui la brune. La cassinelle est grosse à présent et nul ne doute que c'est de toi. Et de là passait aux affectueux reproches. Ah, qu'es-tu allé conter tous nos projets à ton père. Tu en as retiré le duché de Normandie, c'est bien joué, je le reconnais, mais avec moi c'est tout le royaume que tu pourrais avoir à cette heure. Pour lui glisser enfin, reprenant son antienne, avoue que tu ferais un meilleur roi que lui. Et de s'enquérir, sans avoir l'air d'y toucher, de la prochaine rencontre entre le dauphin et le roi Jean, si la date en était arrêtée, si elle aurait lieu en Normandie. J'ai ouï dire qu'il était à chasser du côté de Gisors. Or, il trouvait un dauphin plus réservé, plus secret que par le passé, affable, certes, mais sur ses gardes, et ne répondant que par sourire ou inclinaison de tête à tant d'empressement. Soudain, il se produisit un grand fracas de vaisselle qui domina les voix des dîneurs. Miton le Fol, qui s'employait à singer les huissiers de cuisine en présentant un merle tout seul sur le plus grand plat d'argent qu'il avait pu trouver, Miton venait de laisser tomber le plat, et il ouvrait la bouche toute grande en désignant la porte. Les bons chevaliers normands, déjà fortement abreuvés, s'amusaient du tour qu'ils jugeaient fort drôle, mais leurs rires se coincèrent aussitôt dans leur gorge, car de la porte surgissait le maréchal d'Audrehem, tout armé, tenant son épée droite, la pointe en l'air, et qui leur criait de sa voix de bataille que nul d'entre vous ne bouge pour chose qu'il voit s'il ne veut mourir de cette épée. Ah, mais ma litière est arrêtée. Ah oui, nous voici arrivés, je ne m'en avisais point. Je vous dirai la suite après souper.